Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au sommet de l'inclusion économique ici à Bercy. Je me présente, je suis Marie-Aline Mélihy, journaliste à LCI et j'ai l'honneur de lancer ce sommet qui ouvre sa 3e édition. Un sommet qui a été lancé par la Fondation Mosaïque pour vous permettre d'écouter, d'échanger avec des décideurs, des experts, des chefs d'entreprise, des politiques qui souhaitent partager leur vision de l'inclusion économique et donner une nouvelle impulsion en faveur du bien commun. Le thème cette année, et c'est très important, c'est la juste place pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, la juste place pour tous ? Comment chacun d'entre nous peut œuvrer pour lutter contre les inégalités et trouver sa place dans le monde de l'entreprise ? Vous le savez, nous traversons des temps compliqués, notre société est déchirée, traversée par de nombreuses fractures. Et le but du sommet de l'inclusion économique aujourd'hui, c'est de lancer une impulsion, un message d'optimisme, redonner l'espérance, bâtir la confiance et réussir le changement. Ce sont des mots, vous me direz. C'est l'ambition affichée. Mais au-delà de l'ambition, on est ici pour parler de mesures concrètes. Quelles mesures pour un plus grand impact? C'est la question qui va nous guider tout au long de la journée à travers des keynotes, à travers des plénières, à travers des conférences. Pour ouvrir ce sommet, permettez-moi d'accueillir tout de suite Saïd Hamouche, président de la Fondation Mosaïque, qui a lancé ce sommet. On peut l'applaudir. Bonjour Saïd. Bonjour à tous. Merci Marie-Aline d'avoir accepté en fait de donner cette impulsion pour pouvoir ouvrir le sommet de l'inclusion économique 2023. Merci à toi. Alors d'abord un grand merci, un grand bravo. Moi je suis vraiment très heureux d'être ici parce que c'est quand même une aventure assez incroyable de pouvoir avoir autant de dirigeants, autant de managers, autant de directeurs des ressources humaines sur un même lieu, fédérés sur ce principe dont on rêve tous, c'est l'égalité de traitement partout en France. On sait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué pour une partie de la population. On vient d'avoir les derniers chiffres qui présentent en fait le niveau de pauvreté en France. Malheureusement, on est en train de reprendre plus de 500 000 pauvres en plus en France. Et ça, c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation, elle s'aggrave et elle s'illustre par des crises sociales qui sont plus violentes, plus douloureuses. Mais c'est aussi des crises, et on l'a vu malheureusement au printemps dernier, des crises qui sont liées à une montée de radicalisation, un questionnement très fort sur l'identité. Nous, on pense que pour la France, derrière ce qu'on a pu voir mis en œuvre pendant des années, c'est-à-dire des politiques d'intégration sociale qui marchent, des politiques d'intégration culturelle qui marchent, eh bien, on a élevé une partie de la population aujourd'hui qui est dotée en fait de compétences, qui est dotée en fait de belles valeurs, qui croit à la République, qui croit en fait à la réussite, qui croit à la réussite par le travail. Et aujourd'hui, on a besoin en fait de donner une impulsion beaucoup plus forte à ces populations parce que malheureusement, il y a des inégalités dans les processus de recrutement, il y a des mécanismes de discrimination qui existent et qui sont trop violentes. On ne trouve pas suffisamment aujourd'hui d'exemples de réussite au plus haut sommet en fait de ces entreprises. Il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de diversité sociale, culturelle et ethnique dans les COMEX, dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la haute fonction publique. On a un vrai sujet de blocage. Et ce sujet, ici, il faut s'en emparer. Et ce dont on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin, de travailler en fait ce sujet-là, d'abord d'une manière positive, parce que nous, on pense que c'est une vraie chance pour la France, c'est une solution d'avoir autant en fait de personnes qui sont aujourd'hui en capacité de réussite et qui ne sont pas connectées avec le monde économique comme il se doit. On a une ambition, c'est une vision sur l'inclusion économique. Nous, on pense qu'il faut d'abord apporter à chacun en fait, les solutions au regard de leurs compétences. Vivre ensemble, c'est travailler ensemble, c'est entreprendre ensemble. On ne peut plus continuer à observer des entrepreneurs qui prennent des risques, qui ont décidé à un moment donné de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, qui ont trouvé la bonne idée, qui ont un bon produit, qui ont
développer en fait un marché puisqu'ils ont des clients et se voir en fait à un moment donné freiner dans cette logique de développement parce que aujourd'hui, quand on est une femme, c'est plus compliqué en fait d'avoir accès à un financement. Quand on est d'origine culturelle, quand on habite des quartiers politiques de la ville, les 1500 quartiers les plus pauvres de France, eh bien l'accès au financement est plus complexe. Et c'est ce type en fait de réflexion qu'on veut impulser. On ne peut plus avoir des entreprises qui nous disent « je suis en pénurie de main-d'œuvre, j'ai une grosse difficulté à trouver des aptitudes et des compétences pour pouvoir alimenter mon processus de recrutement » et voir que le taux de chômage dans les quartiers politiques de la ville, alors que les gens sont capables de prendre des responsabilités et sont formés, sont aujourd'hui bloqués. On verra tout à l'heure à combien la statistique aujourd'hui porte préjudice à notre société française. Et donc c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui ce sommet. C'est un sommet qui a d'abord pour vocation en fait de nous fédérer. Je crois que c'est important que tous ceux qui sont dans des dynamiques en fait de réussite, d'ouverture naturelle puissent se rassembler, se resserrer nos liens et faire en sorte d'entreprendre ensemble d'abord des plans d'action pour nos organisations, mais également fédérer en fait et créer des effets de synergie. Ça, c'est le premier objectif en fait de notre rendez-vous aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'est de rentrer d'abord dans du concret. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mobilisé, une fois qu'on a compris le sujet, une fois qu'on a vu qu'il y avait d'autres personnes qui nous ressemblaient avec les mêmes moteurs, et bien derrière, c'est important de faire ensemble. Il n'y aura pas en fait de changement systémique sans coalition. Il n'y aura pas de changement profond sur ces questions-là si on n'est pas capable à un moment donné de trouver en fait des parcours communs de réussite et des solutions globales. C'est pour ça que nous, on a décidé de créer en fait ce sommet et vous allez voir que c'est la 3e édition et au bout de 3 ans, on commence déjà à voir les premiers résultats qui se mettent en place. Aujourd'hui, c'est concrètement 50 entreprises qui ont soutenu cette manifestation, qui ont permis en fait à cette manifestation sur toute la journée, mais surtout sur toute l'année, parce que c'est une dynamique sur 12 mois qu'on va relancer cette année, qui se sont engagés. Vous avez constaté que c'est déjà un certain nombre de managers, recruteurs, un certain nombre de directions des ressources humaines qui ont été accompagnés pour pouvoir davantage se mobiliser, d'être davantage sensibilisés et davantage rentrer dans des processus très opérationnels. Concrètement, aujourd'hui, on est capable de tracer 3000 professionnels aujourd'hui qui ont décidé en fait d'aller un peu plus loin que ce qu'ils font d'une manière traditionnelle dans une démarche groupée. C'est aujourd'hui, à date, 6000 offres d'emploi qui sont publiées sur la plateforme Mosaic Talent. On va essayer d'arriver à 10 000 en fin de journée, donc pousser en fait vos organisations. La fonction publique aussi doit prendre sa part sur ces questions-là. Plus on aura d'offres d'emploi, plus on sera capable, avec un écosystème associatif, c'est plus de 80 associations aujourd'hui qui sont ici aujourd'hui, qui sont fédérées, que nous avons, avec lesquelles on a créé des dynamiques de groupe et avec lesquelles on va pouvoir travailler notre stratégie de sourcing sur les territoires un peu partout en France. C'est très important de partir de vos opportunités pour pouvoir capter le plus possible de jeunes qui sont empêchés, qui sont dans des logiques d'autocensure, qui ne sont pas en dynamique en fait de réussite à l'heure actuelle. Et je pense que plus on aura d'offres, plus on aura de professionnels engagés, plus il sera possible d'alimenter les processus. Vous avez vu, c'est plus de 50 000 candidats qui ont été touchés sur les dernières semaines, qui ont été informés sur ces opportunités. On a aujourd'hui un vivier qui est accès gratuitement à tous les recruteurs de France, quelle que soit la taille, qu'on soit un grand groupe ou une petite entreprise, une TPE, une PME, vous avez accès gratuitement à Mosaic Talent, à 9000 candidats qui sont aujourd'hui qualifiés et qui sont disponibles pour rentrer dans vos processus de recrutement. On a mis en place, grâce à un partenariat stratégique avec Accenture, un algorithme de matching qui peut aller encore plus loin et vous aider aller encore plus vite. Il suffit de publier votre offre d'emploi pour que ça puisse se connecter directement dans votre système. Et puis, ce qu'on a aussi fait, c'est que aujourd'hui, c'est 600 jeunes, un peu plus de 600 jeunes qui ont été préqualifiés et que vous allez pouvoir rencontrer pour un certain nombre directement à travers des offres d'emploi qui sont ouvertes. Et c'est l'occasion d'enrichir votre carnet d'adresses, c'est l'occasion justement de déconstruire les biais discriminants, c'est l'occasion de sortir chacun de notre bulle pour pouvoir être connecté en fait avec ces talents. Il y aura aussi des talents qui relèvent de l'entrepreneuriat, qui viennent, on a sélectionné
40, 50 entrepreneurs qui vont aussi, à un moment donné, participer à vos stratégies en fait, de diversification des achats. Vous savez qu'aujourd'hui, les fournisseurs peuvent aussi être des fournisseurs issus de ces quartiers politiques de la ville. Et on en a une cinquantaine aujourd'hui qui viennent différents secteurs d'activité. Je remercie les acheteurs qui ont été mobilisés et qui ont accepté de faire ces temps de network. Donc on va avoir des ateliers pour pouvoir connecter ces entrepreneurs. On va avoir dans l'après-midi des séquences pour pouvoir financer des entrepreneurs. On a 6 finalistes qu'on vous présentera tout le long de la journée qui vont pouvoir être dotés d'un investissement de 100 000 €. Merci à tous les mécènes qui ont participé à la collecte en fait, du fonds Sens et qui nous permet tout le long de l'année, encore une fois, de financer ces entrepreneurs. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, des candidats disponibles physiquement aujourd'hui, des candidats qui sont dans cette base de données, qui vont nous permettre de donner en fait une énorme dynamique en matière d'inclusion économique. Notre focus, c'est d'essayer d'arriver dans les 12 prochains mois à créer un modèle qui permet en fait de mettre en relation plus de 100 000 jeunes. On est à 40 000 quand on regarde les statistiques de l'année dernière. C'est pas suffisant, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut aller dans une logique en fait de transformation qui soit beaucoup plus ambitieuse que ça. On en a les moyens. Vous avez su transformer vos entreprises. Vous avez su permettre à vos boîtes d'aller chercher des nouveaux marchés, eh bien on saura aussi le faire avec des candidats issus de ces territoires les plus pauvres de France. Merci à tous les dirigeants. On a quasiment aujourd'hui une trentaine de dirigeants. Je vois Augustin qui est au premier rang. Voilà, ce sont des dirigeants qui se mobilisent, qui vont passer du temps avec des candidats, qui créent des dynamiques dans les entreprises. Merci à vous, parce que sans vous, c'est vous qui donnez le là, c'est vous qui permettez en fait à cette dynamique de se mettre en place. Et c'est très important que vous soyez aussi, que ça se sache pour que d'autres puissent faire la même chose dans leurs entreprises. Donc on agit très haut au niveau des directions générales, on agit le mieux possible pour accompagner les managers et on a plein d'outils, il y a plein d'organisations que vous découvrirez dans l'Agora qui peuvent aussi vous permettre d'avoir des services et un accompagnement de qualité. Et puis surtout, on a derrière cette mobilisation des choses très concrètes, des offres d'emploi, du financement sur de l'entrepreneuriat et puis des stratégies de diversification des fournisseurs. C'est comme ça qu'on fera l'inclusion économique en France, c'est comme ça qu'on permettra aux entreprises de se développer et c'est comme ça qu'on garantira davantage la cohésion sociale. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui. Alors Marie-Adeline, pour pouvoir poursuivre, on a demandé à une conseillère du Conseil économique et social de venir nous rejoindre, qui s'appelle Mariam Tordo-Biker. On l'accueille sous vos applaudissements. Merci. Bonjour Mariam. Bonjour à tous. Alors Marianne, tu es donc impliquée dans l'écosystème des startups aujourd'hui, puisque tu représentes France Digital, mais tu as une deuxième casquette, tu es conseillère au Conseil économique et social, et je crois que tu as livré un rapport il y a quelques jours qui a été voté à l'unanimité en plénière. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Que dit ce rapport? Alors merci beaucoup Saïd, bonjour à tous. Donc le Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée de la société civile. C'est la 3e assemblée de la Constitution, on en parle un petit peu moins. Et notre job, c'est de rendre des avis et de trouver des compromis. Et là, le compromis qui a été trouvé, c'était celui d'un diagnostic. L'objectif de ce rapport, c'était d'identifier quel était l'état de la France des Français et des Françaises, notamment dans le contexte dont tu parlais tout à l'heure, à savoir tension sociale et puis besoin d'accélérer sur l'ensemble des transitions sociales, environnementales. Et donc, on a voulu justement quantifier comment allaient les Français. Et donc, on a vu un certain nombre de constats assez forts, hein, avec 80% par exemple des Français qui se disent éco-anxieux. Donc, si on parle demain de climato-scepticisme, en fait, on peut aussi dire qu'en fait, il n'existe pas. Il y a une véritable prise de conscience. Mais pour parler du sujet de l'emploi qui nous intéresse aujourd'hui, on a voulu creuser dans un contexte de politique de plein emploi, d'accompagnement global de la politique publique vers le plein emploi, quelle était
était l'impact sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc tu as aussi contribué à ça, Saïd, parce que tu es aussi membre du CESE. Et donc là, le constat, il est assez édifiant, il est sans appel. Et donc ce qu'on constate, c'est que donc on a une perception aiguë des inégalités au sein de la population française, avec notamment une prise de conscience du fait que les inégalités, en premier lieu, leur premier facteur, c'est lié au lieu de résidence, donc urbain, rural, centre-ville, banlieue. Ça a des conséquences directes sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à l'éducation, sur l'accès à l'enseignement supérieur, mais en fait à l'ensemble des services publics. Et en allant plus loin, en tirant le fil sur les quartiers prioritaires de la ville, on voit que le taux d'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville, il est de 20 points inférieur à la moyenne nationale. On voit que la France se place parmi l'un des pires pays de l'OCDE quand il s'agit du taux d'emploi des familles d'immigrés. Et surtout, on constate que la ségrégation s'aggrave dans l'accès à l'emploi d'une génération à l'autre dans les familles d'immigrés. Donc, le rôle du CESE, c'est de faire ce constat. Nous, on a construit ce rapport justement pour se dire, bon, bah, maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On a toutes les informations. Donc oui, quand il y a des tensions sociales, c'est aussi lié à ce genre de trajectoire. Pour moi, c'était d'autant plus important qu'effectivement, comme tu le disais, je représente France Digital, donc des startups, et l'idée, c'était pas d'avoir deux couloirs de nage, d'un côté la Startup Nation et d'autre part la Nation. Et donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir se raccrocher l'ensemble des briques. Nous, par exemple, les startups, on représente à peu près 1 million d'emplois directs et indirects. Donc globalement, on a aussi notre part à prendre dans cet engagement vers l'inclusion économique. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, bon, bah, maintenant, quels sont les plans d'action ? On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Maintenant, quels sont les plans d'action? Et notamment, l'un des plans d'action, c'est de pouvoir s'engager davantage vers du recrutement inclusif, vers un alignement des politiques publiques qui aillent aussi vers une détermination des compétences, un engagement des entreprises. Globalement, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit être mobilisée. Et quand je vois cette salle pleine aujourd'hui et la mobilisation que vous avez réussi à faire avec la Fondation Mosaïque, là, pour moi, c'est crucial, et donc je suis ravie de pouvoir avoir contribué au diagnostic. Maintenant, on va contribuer tous ensemble à améliorer cette situation pour que l'année prochaine, le prochain rapport sur l'état de la France fasse pas de nouveau le constat d'une détérioration, mais plutôt d'une grande amélioration. Merci beaucoup, Marianne. Merci. Merci Saïd Amouche, et merci beaucoup à vous Marianne Tordeux-Bidker d'avoir ouvert ce sommet. C'est l'heure de lancer notre première keynote avec un choix qu'on pourrait qualifier de disruptif pour ce sommet de l'inclusion économique. Vous allez entendre une voix, une personnalité inattendue, et vous allez comprendre très vite pourquoi c'était important d'entendre le frère Hugues Minguet pour cette première keynote. Permettez-moi de l'accueillir, on peut l'applaudir. On peut s'installer, frère. Frère Hugues, je vous en prie, asseyez-vous. Frère Hugues Minguet, vous êtes moine bénédictin, fondateur et délégué général de l'Institut Sens et Croissance, et vous êtes professeur au MBA d'HEC, éthique et performance. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce sommet qui est consacré à la juste place. Alors, avant de vous demander, selon vous, ce qu'est la juste place, vous avez pensé, imaginé le concept de management. Je pense que c'est vraiment un concept qui fait déjà réagir. Qu'est-ce que c'est le management, frère Hugues? Alors, le management ou the management, c'est un concept qui est amusant parce que en fait, nous sommes la plus vieille multinationale, l'une des plus vieilles en tout cas éponyme, puisque je suis bénédictin, ça vient de Saint-Benoît. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un laboratoire finalement d'humanité. Et ça inspire, je trouve, ça peut être un lieu d'inspiration parce que, par exemple, sur l'inclusion, ça fait 15 siècles qu'on le pratique. J'ai travaillé, par exemple, beaucoup pour le groupe Accor. On a créé les hôtelleries. Et donc, il y a une sagesse, si vous voulez, qui se dégage de l'expérience monastique, qui est une expérience très, très ouverte, qui a été éprouvée à travers les âges et donc qui peut donner des repères. Alors, ça ne s'impose à personne, mais simplement, c'est des ouvertures qui me semblent intéressantes, qui permettent d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir. Alors, voilà le contexte, ce concept de
management. D'abord, moi, ça me fait rire d'abord moi-même. Donc c'est bien, et je trouve que c'est bien de commencer par le sourire, parce qu'on a besoin un petit peu de cet enthousiasme-là. Donc voilà une règle pour construire, pour inspirer. Et ce qui est intéressant, c'est que les 15 siècles quand ça n'a pas marché, c'est quand l'argent a pris le premier pas et on a voulu faire rentabiliser à fond l'économie des monastères, qui ne sont plus devenus d'ailleurs des monastères à ce moment-là, mais des biens ecclésiastiques qui étaient donnés à des nobles, etc. Et donc on a perdu l'esprit. Et on voit quand l'argent prend trop de place, il en faut. Les monastères sont prospères, mais il le faut. C'est un premier devoir d'être rentable. Ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou. C'est pas un tabou. Mais quand il devient le centre, eh bien on perd le sens de l'humain et du construire ensemble. Très intéressant d'avoir le regard d'un moine ancré dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la juste place ? Alors la juste place, ça me semble deux aspects. D'abord un rapport entre le bien de la personne et puis le bien de la communauté. Il y a toujours dans tout enjeu mon développement personnel, trouver ma place, me développer, etc. Et puis, bien sûr, ça se fait dans une communauté humaine dont je suis participant, dont je suis responsable. J'ai bien aimé le mot qu'a employé tout à l'heure Saïd, c'est ce mot entreprendre, prendre ensemble, hein, entreprendre. Donc ça renvoie à Ricoeur d'ailleurs, d'une certaine manière, grand philosophe. Et donc c'est cet aspect de cet équilibre. Si on est trop dans le service de la personne, on va aller dans des dérives égoïstes. Si on est trop dans le service de la communauté, exclusivement, on va être dans des dérives totalitaristes. Et donc, c'est un chemin étroit entre les deux. Et le deuxième, alors c'est un aspect très important qui est de développer un leadership, de l'antéléchie. Alors, c'est un mot un peu barbare. C'est un mot très beau parce que ça vient de en telos, en grec. En telos, c'est-à-dire aller vers la finalité. C'est-à-dire que quand on reçoit une personne, eh bien, et quand on travaille avec elle, on vise un dirigeant, un accompagnateur, un cadre, va aider la personne à aller vers son accomplissement personnel. Et il y a 1000 manières de s'accomplir. Il y a des personnes, ça va être dans la vie associative, d'autres dans la vie professionnelle, d'autres dans la vie sportive. On a 1000 manières de se réaliser soi-même, de s'accomplir soi-même. Et ce qu'on doit viser, c'est pas simplement donner de l'emploi, ce qui est énorme et très important, mais permettre aux personnes de se développer. Ce qui est un mot beaucoup plus profond, je trouve, que l'empowerment, qui est un mot intéressant, mettre la personne dans sa dynamique propre, dans ses capacités. Mais l'antéléchie, c'est vraiment accompagner la personne pour qu'elle puisse elle-même, et que nous puissions trouver avec elle le moyen de s'accomplir, d'avoir une vie dilatée, d'exprimer ses talents, de faire rêver aussi un petit peu les autres autour d'eux, parce que ils rayonnent de quelque chose qui les dépasse simplement, qui est la beauté de la personne. Voilà. Quand on a échangé ensemble, frère Hugues, pour préparer ce sommet, vous m'avez dit qu'il faut qu'il y ait une démarche proactive de ceux qui veulent trouver une place dans l'entreprise, mais beaucoup de gens se battent. Et que dire à tous ces jeunes et moins jeunes qui se battent pour trouver leur place au sein de l'entreprise et qui font face à un mur d'obstacles, de biais, de stéréotypes qui les empêchent d'avancer ? Alors d'abord, je pense que c'est bien de ne pas être tout seul. C'est-à-dire que le fait de parler avec d'autres, d'être dans des associations, d'être ici, par exemple aujourd'hui, vous voyez, c'est des lieux où on va prendre des ressources, des réserves, on va pouvoir croire ensemble. Et je pense qu'il n'y a jamais à désespérer de la vie. Je crois que la vie, elle est très généreuse, elle nous permet un tas de rencontres. Je ne pensais pas jamais vous rencontrer ces jours. Je vois de temps en temps votre animation à LCI, bravo, sur des sujets difficiles. Mais je crois que la vie, elle est extrêmement généreuse. On a toujours des merveilleuses opportunités et à nous de les saisir. Mais il ne faut pas être seul aussi. Il faut pouvoir tenir dans les épreuves et les traverser. Donc, je pense que le côté associatif, le côté participer à des événements, trouver des personnes qui vous mettent en route, c'est essentiel. Accueillons Rachid Benzine qui nous rejoint. Bonjour Rachid.
Vous pouvez prendre un micro. Alors, pour ne rien vous cacher, il y a des difficultés dans les transports en commun et je ne pensais pas que vous arriveriez à nous rejoindre pour être aussi dans le dialogue avec frère Hugues Minguet. Rachid Benzine, pour ceux qui ne le connaissent pas, est écrivain, il est politologue, islamologue, enseignant à Sciences Po et chercheur associé au fonds Paul Ricoeur à Paris. Paul Ricoeur dont on parlait justement à l'instant avec frère Hugues. Rachid Benzine. La question centrale, évidemment, de ce sommet, c'est la juste place. Je vous laisse le temps de trouver votre souffle, évidemment. Quelle est la juste place? Je vais essayer de l'illustrer ce matin parce qu'en venant de Trappes, donc j'ai pris le train pour aller à la Défense, il s'est arrêté au Val d'Or et ensuite il n'y avait plus de train. Donc on a marché avec tout le monde pour prendre le TER. Et là, d'un seul coup, une grosse bousculade avec des foules et il n'y avait plus de place. Et donc, c'était un lieu de compétition pour pouvoir rentrer là-dedans, pour avoir sa place. Et c'est ça, l'égalité des chances. Illustration parfaite ce matin. Et pour être un peu plus sérieux, je dirais que la question de la juste place ou de la place juste suppose la question d'abord de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une société juste? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et il ne peut pas y avoir de société juste sans penser à la question de la solidarité. Or, qu'est-ce qui s'est passé globalement ces 40 dernières années? C'est que nous sommes passés d'un modèle de justice à un autre modèle de justice. Globalement, pendant très longtemps, au temps des 30 Glorieuses, vous avez ce qu'on appelait l'égalité des positions, c'est-à-dire avec des consciences de classe, avec des catégories sociales, où il s'agissait d'abord de réduire les inégalités salariales, les conditions de vie pour permettre une meilleure vie aux gens. Certes, ça ne permettait pas globalement la mobilité, mais on est passé à un nouveau modèle qu'on appelle l'égalité des chances. Et l'égalité des chances n'est pas un modèle égalitaire, il est là justement pour justifier les inégalités. Et on va justifier les inégalités par le mérite, par le diplôme. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette compétition autour de l'égalité des chances nous amène face à une impasse, dans la mesure où, pour faire justement place à cette égalité des chances, on va s'intéresser non aux inégalités sociales, mais des inégalités en termes de discrimination. Et les discriminations, vous en avez à peu près 32. Et on organise la guerre des discriminés. Parce que si vous habitez dans un quartier, que vous êtes arabe, noir, gay, à la rigueur musulman, ça va devenir problématique sur l'échelle des discriminations. Et je crois qu'une société juste, c'est très difficile parce que ça pose la question de la norme. Qu'est-ce qui est juste? Et il y a des inégalités qui, elles, ne relèvent pas, je dirais, de discrimination. Les inégalités sociales. Et en France, globalement, on a le principe d'égalité qu'on avance constamment. Mais en vérité, on adore les inégalités. On adore les inégalités parce qu'on n'a pas envie de mettre son gamin dans une classe où il n'y a pas de mixité. On adore l'inégalité parce qu'on n'a pas envie d'habiter dans un quartier populaire lorsqu'il n'y a pas suffisamment de mixité. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de gros mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'il va falloir un moment, me semble-t-il, pouvoir poser. Alors, la question de la justesse, la question d'être juste, d'une bonne place qui est juste, peut-être que la question de la justice est très difficile parce qu'elle est normative. Et on peut rentrer dans des débats de critères sur les principes de justice et comment ensuite on va les actualiser. Mais là, je rejoindrai plutôt un penseur israélien qui s'appelle Avishai Margalit. Il dit peut-être qu'au lieu de proposer une société juste, on devrait peut-être essayer de réfléchir à une société décente, au sens où une société décente, c'est là où vous avez des institutions qui n'humilient pas les citoyens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, on a des institutions qui sont non seulement maltraitantes, mais qui humilient les citoyens. On a des institutions médiatiques qui sont non seulement maltraitantes, mais qui humilient aussi les citoyens avec ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui concerne l'immigration et autres. Et donc, la question, c'est la question de la dignité, la question de la décence. Et nous devons travailler là-dessus parce que les humiliations préparent toujours les violences de demain. Et que la vraie question, elle est de la participation paritaire. Est-ce que nous acceptons que les quartiers populaires et autres puissent, je dirais, participer de manière paritaire sans qu'on en parle de discrimination et sans qu'on parle de diversité? Parce que globalement, la diversité, ce sont les Arabes et les Noirs. Et ça veut dire qu'on n'interroge jamais la blanchité en elle-même et que la question de l'inclusion pose elle-même problème.
Parce que ça veut dire que vous devez vous inclure dans un système qui est plutôt dominant, avec des règles, avec des pratiques. Mais on vous demande surtout, surtout, surtout de ne pas perturber le fonctionnement et la norme de ce système. Or, moi, je trouve qu'une inclusion sans perturbation du système, sans transformation même du système, sans même la transformation de la norme, est un système qui, en fait, crée de plus en plus d'inégalités. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous réduisez les inégalités sociales, vous avez plus de chances sur l'égalité des chances. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Rachid Benzine. Merci frère Hugues Minguet d'avoir ouvert cette première keynote avec une notion très intéressante, hein, de changer de modèle de société et de s'attaquer aux problèmes à la racine. C'est ça ce que nous apprend cette première keynote. Et c'est sûrement ce que vont nous dire nos intervenants qui vont me rejoindre dans un instant. C'est l'heure de notre première plénière. Où l'on s'est dit, imaginons justement une France où la question de la diversité socio-culturelle ne serait plus un sujet que nous abordons aujourd'hui. Une France où résider dans certains quartiers ou dans certains villages ne serait pas synonyme d'assignation sociale. Une France où être descendant d'ouvriers ou d'immigrés ne constituerait pas un frein dans la recherche d'emploi. Une France où l'égalité de traitement serait la norme. C'est vraiment ce que nous a dit Rachid Benzine à l'instant. Alors comment parvenir à l'émergence de ce modèle désirable et durable? Quel rôle pour les entreprises dans cette transition sociétale? C'est le thème de notre plénière, la diversité socio-culturelle, pilier d'une transition économique juste. Accueillons pour en parler Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad Free. Je vous en prie, on peut l'applaudir. Vous pouvez vous installer où vous voulez sur la table. Augustin de Romanet, on peut l'applaudir également, PDG du groupe ADP. Merci d'être là, je vous en prie, installez-vous. Philippe Brochard, directeur général d'Auchan France. Bonjour Philippe, installez-vous. Agnieszka Miesiak, directrice des ressources humaines et d'engagement social chez Total Énergie. Applaudissons-la. Constance Rivière, bonjour Constance, directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Je vous en prie, installez-vous autour de la table, qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Et le ministre Roland Lescure, en charge de l'industrie, viendra autour de cette table pour nous parler de son plan pour la mixité sociale dans le secteur industriel. Alors, on va être très concret. Et je vais peut-être choisir le premier intervenant, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Cette question de la diversité socio-culturelle, c'est une question qui vous habite. Quelles sont les mesures concrètes, parce qu'on est là pour du concret, que vous avez mis en place justement pour favoriser l'inclusion? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes dans une entreprise qui est sensible à ces questions-là, ce d'autant plus qu'elle-même, elle a eu affaire à affronter la question de la dignité. J'aime beaucoup ce que disait le romancier tout à l'heure, M. Benzine. Le premier besoin des humains, effectivement, c'est la dignité. Et lorsque je suis arrivé dans le groupe Aéroport de Paris en 2012, j'ai été frappé par le fait que nos collaborateurs se sentaient complexés. C'était un peu les rampants, vous voyez, par rapport aux gens des compagnies aériennes qui étaient les gens chics, qui voyaient les pin-up et les hommes politiques. Nous, on était les rampants. Et la première chose que je leur ai dite, c'est le service, ça n'est pas la servitude, c'est un beau métier. Et au fond, une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir au sein d'ADP, c'est que nous sommes désormais une entreprise, je crois, qui a beaucoup accru son sentiment de fierté de faire un métier qui a une valeur. Alors, nos initiatives pour la diversité, elles sont extrêmement nombreuses parce que nos collaborateurs sont très divers. Comme vous le savez, on a malheureusement dû subir le Covid et donc beaucoup de personnes sont parties, mais maintenant on recrute beaucoup. Et je regarde chacun des recrutements. On recrute à peu près 10 à 12 personnes par semaine. 60% de nos recrutés ont une langue maternelle ou une langue maîtrisée qui n'est pas le français. Donc nous avons une diversité de recrutement qui est exceptionnelle et j'y vois là le signe de ce que nos recrutés ont du caractère. Ils ont peut-être plus de caractère que de diplôme d'ailleurs, mais c'est ce qu'on cherche à recruter. Et ils acceptent de venir travailler qui à Roissy, qui à Orly, et de venir apporter ce service aux clients. Alors, les initiatives que nous prenons, elles sont à l'image de nos collaborateurs, c'est-à-dire que nous avons des collaborateurs exemplaires, et toutes les initiatives que je vais vous décrire, ce sont eux
qui les prennent. Alors j'en ai une liste, c'est presque une liste à la Prévert. En matière de stage, nous accueillons des 1500 jeunes des collèges, dont 600 des quartiers de la politique de la ville. Nous avons des politiques de handicap qui sont extrêmement développées. Nous accueillons 7% de travailleurs en situation de handicap. Nous allons prochainement accueillir des autistes. Je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais un autiste dans une entreprise, c'est un autiste qui n'est pas dans une camisole chimique. Il y a 700 000 autistes en France. 200 000 dans des maisons spécialisées où malheureusement ils ont des traitements qui ne sont pas dignes. Et le fait d'être en entreprise peut révéler des talents qui sont exceptionnels. On a aussi beaucoup d'efforts sur l'égalité salariale femmes-hommes. Et encore hier au comité exécutif, je rappelais à nos équipes que quand il y a une égalité salariale entre femmes et hommes, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs, il ne faut pas faire la moitié du chemin, il faut faire 100% du chemin. Nous avons beaucoup d'initiatives pour le recrutement autour de nos territoires. Je pourrais vous parler d'un site internet que nous avons créé qui s'appelle AeroWork, qui offre une cinquantaine de métiers en indiquant la rémunération. 30% des gens qui... Enfin, plutôt, les gens qui ne voient pas la rémunération sur le site ne vont pas chercher des emplois. Et grâce à cela, nous avons eu 17 000 personnes qui nous ont contactés et nous recrutons 95% de personnes issues de nos territoires. Je pourrais aussi... AeroWork, c'est une plateforme extrêmement intéressante parce qu'elle a la particularité d'avoir justement un logiciel qui essaie justement de déjouer tous les biais, tous les stéréotypes qu'on peut avoir quand on recrute. Oui, l'AeroWork, c'est une plateforme qui vous montre la réalité des emplois, la réalité de la rémunération des emplois. Souvent, d'ailleurs, ils sont assez bien rémunérés parce que les horaires sont décalés, les conditions sont délicates et appellent des compensations. Et toute personne qui va sur le site et qui répond à un questionnaire de caractère et non pas de diplôme se voit proposer soit un entretien, soit une formation, soit un emploi. Qui correspond à son profil. Correspond à son profil. Donc je pourrais vous en parler longuement, mais je veux pas. Ce que je veux montrer, c'est la diversité des initiatives de nos collaborateurs. Il y en a un certain nombre ici et je leur rends hommage. Nous accompagnons, hébergeons, finançons une dizaine de structures pour favoriser l'emploi. Je salue Monsieur le Ministre. Salut Roland. Donc, on peut comme accueillir le ministre Roland Lescure, à l'applaudir, ministre en charge de l'industrie. Merci d'être avec nous. LCI, une maison que vous connaissez bien. Une très bonne chaîne, LCI. Donc, vous si avez très bien fait. Vous n'êtes pas venu là pour écouter un échantillon, encore une fois, une liste qui serait trop longue. J'ai encore une quinzaine de sujets. Le point que je peux dire en conclusion de ce propos liminaire, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, nos organisations syndicales ont accepté que dans l'accord d'intéressement de cette année figure ce qu'on appelle l'engagement citoyen, c'est-à-dire le nombre de journées de mécénat de compétences ou de mécénat accompli par les collaborateurs du groupe. C'est-à-dire que chaque collaborateur du groupe est invité à aller aider une association, sponsoriser une association ou éventuellement faire du mécénat individuel. Par exemple, nous sommes partenaires de 5 associations de mécénat individuel, dont Télémac. À titre personnel, par exemple, j'accompagne un jeune de Pierrefitte que je vois tous les mois. Et donc, cet engagement des collaborateurs de l'entreprise permet d'être en lien avec les territoires et surtout, et je conclurai par là, de réaliser encore une fois que dans une entreprise qui veut être rayonnante pour ses clients et pour ses territoires, il vaut mieux recruter des caractères que des diplômes. Et pour recruter des caractères, il faut être à leur contact. Et, par exemple, au moment où nous avions des petites difficultés de recrutement après le Covid, nous avons promu la cooptation, notamment dans tous les métiers techniques, plomberie, électricité, chauffage, etc. Et l'an dernier, nous avons recruté 60 personnes par le biais de la cooptation. Donc, c'est des personnes des territoires, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des diplômes munificents, mais qui, en revanche, ont une espèce de brevet de NIAC donné par nos équipes. Voilà ce que je pouvais dire brièvement. Pour commencer, merci. Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad Free. Comment vous pensez le rôle du chef d'entreprise pour favoriser la diversité? Écoutez, je vais vous faire part d'une réflexion préliminaire. Je pense que en France, on est un peu trop un pays de l'idéal, parfois, et qu'on ne se pose pas suffisamment la question du pragmatisme. Et on gagnerait beaucoup à se poser cette question du pragmatisme. Cela a été dit dans la table ronde précédente. Je crois que la méritocratie au travers de l'école est en partie cassée dans notre pays, et cela prendra 15 ans, une génération pour la réparer. Alors c'est
C'est un combat qui est important, mais qui ne répond pas nécessairement à l'urgence du moment. Et j'ai quelques convictions en la matière. La première, c'est qu'on doit faire preuve d'un peu plus de pragmatisme. Autre conviction, c'est que les entreprises ont un rôle spécifique à jouer. On présente souvent les entreprises comme des monstres froids qui, de temps en temps, se dotent de missions sympathiques pour plaire à leurs parties prenantes, pour plaire à leurs actionnaires. On les taxe de greenwashing, de social washing. Mais moi, je suis persuadé que nous sommes, entreprises, la première force de transformation de ce pays. Alors, je suis désolé, j'espérais pouvoir prendre la parole avant que le ministre arrive. Le ministre est là, donc je vais dire des choses peut-être qui ne font pas très plaisir. Mais nous sommes probablement beaucoup plus efficaces que l'État en la matière. Aussi parce que nous avons moins de contraintes. Non, mais c'est une réalité. On est venu aussi pour entendre ça. Et notre métier, c'est que nous sommes, ici autour de cette table, on représente les entreprises, des professionnels de la transformation, ce que n'est pas l'État. Et parfois, lorsqu'on se saisit de ces sujets-là, et c'est un sujet qui était essentiel pour nous, parce que nous ne sommes pas aveugles à la situation du pays, et on sait que la crise sociale auto-entretient la crise économique et vice-versa, et que nous sommes capables de nous mobiliser et de passer à l'échelle. Je vais vous prendre un exemple très concret qui est issu d'une initiative privée, portée notamment par Xavier Niel, l'école 42. On avait fait un constat il y a 10 ans, c'est qu'il y avait un déficit de formation dans la programmation informatique en France. Et nous avons décidé de lancer l'école 42, qui en quelques années est devenue une référence internationale et permet en France de former plusieurs milliers d'étudiants gratuitement par an. Mais ce qui a été peut-être le plus important et ce qui n'a jamais été souligné dans cette initiative, c'est qu'elle a eu un effet d'entraînement sur l'enseignement supérieur en créant cette prise de conscience. Je rejoins aussi ce qui vient d'être dit par Augustin de Romanet. De manière très pragmatique, au sein de notre entreprise, nous avons décidé d'abandonner la religion du diplôme, qui est désormais secondaire dans notre process de sélection de nos candidats. Et si jamais on regarde les diplômés des grandes écoles qui ont été formés il y a 20 ans, ils ont été formés ni au code, ni à l'intelligence artificielle, et la plupart du temps parlent très mal anglais. Et j'en suis un exemple caricatural. Et ce que je veux dire, c'est que là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer. On a lancé une université free, une université d'entreprise qui valorise les parcours professionnels de nos collaborateurs, notamment ceux qui sont rentrés sans diplôme, et la formation aussi au quotidien. Merci. Est-ce que Roland Lescure veut lui répondre ou on continue de donner la parole aux entreprises? Je vous ai vu réagir très très bien. J'ai envie d'entendre Philippe Brochard, directeur général d'Auchan France. Alors, à travers vos entreprises qui sont implantées partout à travers la France, vous êtes par définition déjà ancré dans les territoires, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, non, c'est jamais suffisant. On en parle depuis ce matin, la question des fractures aujourd'hui qui percutent notre société. En fait, elle renvoie à la stratégie d'impact des entreprises. Voilà. L'inclusion, ça ne se résume pas au recrutement sans CV. L'inclusion, ça se résume plutôt à une politique menée en profondeur dans son entreprise pour faire en sorte que l'égalité des chances soit un moteur de performance de l'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être passé par là. Quand j'étais jeune, je suis rentré dans une entreprise qui m'a envoyé en cours du soir. Et cette entreprise n'aurait pas eu ces politiques-là, je ne serais peut-être pas là pour vous parler aujourd'hui. J'ai la chance d'être dans une entreprise Auchan qui est une entreprise inclusive par nature. Les métiers du commerce, c'est des métiers qui gomment toutes les différences sociales, toutes les différences de diplôme. Le commerce, c'est un révélateur de talent. Voilà, votre énergie est le carburant de votre succès professionnel. Et donc, Auchan a des parcours qui permettent aujourd'hui d'avoir sur 400 métiers 118 nationalités qui travaillent. L'année dernière, on a recruté 15 000 personnes, dont 75% ont moins de 25 ans et ont peu ou pas de diplôme. Ça, c'est une réalité d'entreprise et c'est surtout vécu comme un moteur de performance. C'est cette diversité qui va faire de la valeur parce qu'on doit être le reflet de la société pour nos clients. Cette année, on a fait un baromètre inclusion. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit il est temps de passer d'une diversité perçue à une diversité vécue. Donc on a eu 13 000 réponses de collaborateurs et moi j'ai été interpellé de voir que 47% des répondants se disent appartenir à une diversité. Et donc ça renvoie toute la responsabilité qui est la nôtre de construire des politiques qui sont des politiques en faveur de la santé au travail, par exemple. Donc nous, pour être cohérents aussi avec notre projet alimentaire, c'est tout ce qui touche aux pathologies, au cancer,
au diabète, à toutes ces maladies qui peuvent aussi intervenir en matière de problématiques d'inclusion en entreprise. Et puis, c'est tous nos partenaires. Puisqu'on est le relevé de la société, nos partenaires le sont aussi. C'est ce qu'on fait avec l'école de la seconde chance, c'est ce qu'on fait avec Wake Up Café pour la réinsertion des prisonniers, c'est ce qu'on fait avec Humando sur la réinsertion et la formation de réfugiés. Et donc en fait, cette politique, vous l'avez compris, c'est un tout chez Auchan, qui part d'un ADN qui est extrêmement fort, qui part d'une réalité que je fais partie de ces rares entreprises où on peut y rentrer sans diplôme et finir directeur général, parce que la question d'exploser les plafonds de verre, c'est une question qui est permanente dans les parcours de promotion qui nous animent. Et moi j'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui, c'est la juste place pour tous, mais à laquelle je rajouterai la juste place pour tous pour grandir avec sa différence. Intéressant quand on incarne soi-même justement les valeurs de l'entreprise et la possibilité justement de ne pas rester à la place qui nous est potentiellement assignée. Agnieszka Mieszak, chez Total Énergie, en tant que directrice des ressources humaines et de l'engagement social, quelles sont vos mesures, vos solutions? Oui, donc... Bravo pour la prononciation, parce que c'était très très bien, hein, par contre. Donc chez nous, alors on va dire, tout commence un peu sur les valeurs de l'entreprise finalement, qu'on a refaites, revues récemment. Et donc on en a deux qui sont critiques et qui sont vraiment vécues. Donc c'est plus qu'un juste un poster, hein, qui est le respect et la solidarité. Et ces deux valeurs nous ont permis de faire finalement énormément de choses. Parce que quand on pense de diversité et d'inclusion, quelque part, on a déjà les fondations. Et nous, on aime bien parler des deux ensemble parce que, comme ça a été dit dans la session précédente, si on fait que de l'inclusion, ben, le risque, c'est que les quelques divers vont devoir se moudre dans le modèle existant. Si on fait que de la diversité sans l'inclusion, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Donc on a vraiment ancré ces deux politiques ensemble. Sur ce qui est des mesures concrètes, puisque c'était un peu la question que vous m'avez demandé, donc il y a deux aspects. Il y a d'abord le côté CSR de nos politiques. Donc on a, au travers de la fondation Total Énergie, on a un certain nombre d'actions qui visent l'inclusion socio-économique. Donc il y a l'industrie d'abord. Donc l'industrie, c'est un campus des métiers industriels, en partant du principe qu'il y a quand même en France 95 000 jeunes qui décrochent du système scolaire. Et donc on s'est dit, on va leur faire apprendre des choses différemment. Donc on a pris un certain nombre de métiers qui sont attractifs, mais des métiers en tension. Il y a de techniciens numériques, techniciens en robots, industriels, etc. Et donc on accueille, l'objectif c'est 400, aujourd'hui on est un tout petit peu moins de 300 jeunes, donc c'est des jeunes qui peuvent être qualifiés ou pas, qui peuvent être diplômés ou pas, donc il n'y a pas de limite chaque année. 50% des filles quand même, on y arrive, et donc qui apprennent, qui sont dans des cursus selon les métiers différents. Ça marche bien, on en a 144 jusqu'ici qui sont sortis, qui ont été certifiés. Et les 144 ont soit trouvé un métier, sont soit dans un emploi, soit finalement ont repris le goût des études et se sont lancés dans des études supérieures. Donc il y a ça, il y a les écoles de production que je pense vous connaissez bien. Donc là c'est un engagement, on travaille pas mal avec les régions. Donc le but c'est d'avoir 100. Là c'est un peu pareil. C'est le concept de faire pour apprendre sur des métiers industriels en tension, ça peut être serrurier, métallurgien, je crois que c'est un mot français, métallurgiste, voilà. Métallier, c'est encore mieux, voilà, métallier, c'est encore mieux. C'est en français qui fait défaut parfois. On en a 62 aujourd'hui, c'est un engagement sur 2 ans, et donc l'idée, c'est d'avoir 4000 jeunes dans ces 100 écoles de production. Donc un certain nombre de mesures, on va dire CSR, là tout récemment, on s'est associé à l'ADMR, donc c'est aide en milieu rural, avec leurs 90 000, je crois, salariés qui ont reçu des chèques carburant. Donc tout ça, ça fait partie des actions CSR qu'on fait beaucoup au travers de la fondation.
Et puis sinon en interne, alors en interne c'est un peu comme ce qui a été dit par ailleurs, donc les stages de troisième, on fait... on a, sur les dernières années, on a eu 1000 stagiaires avec quand même 80-85% venant des jeunes des quartiers prioritaires. Tout ce qui est alternance aussi, donc on s'est donné un objectif de 5% minimum. Alors cette année, on était à 7,5% d'alternants, donc ça fait à peu près 2000-2500 alternants par an, et pareil, dont au minimum 10% viennent des quartiers prioritaires. On est à un tout petit peu plus. Et puis, pareil, comme ça a été dit aussi, des actions de mécénat où nos collaborateurs peuvent prendre jusqu'à 3 jours de congé mécénat, d'action solidaire, pour faire du mécénat. Donc aujourd'hui, on a 250, on vise à en avoir 350, donc 1% des collaborateurs en France qui sont mécènes, hein, donc pareil avec des associations. Moi aussi j'ai un jeune de Télémac, pareil, pas le même jeune j'espère, mais voilà, donc ça c'est des actions. Et puis après sur le recrutement, alors c'est vrai qu'on a souvent un peu l'image Total Énergie de recruter élitiste, mais en fait 90% de nos recrutements se font dans les territoires d'ancrage, donc c'est un chiffre, on n'a pas forcément l'habitude, on a toujours l'impression qu'on ne recrute que dans les grandes écoles d'ingénieurs en France, mais on a le réseau, on a un certain nombre de sites industriels, et donc 90% des jeunes viennent des territoires d'ancrage. On essaye de mesurer le nombre de jeunes qui viennent des quartiers prioritaires. C'est pas toujours facile, hein, pour tous les freins que vous connaissez. On est à peu près à 5-6%. Voilà. Et puis on a mis en place aussi un index inclusion. On n'a pas encore les données comme chez Auchan, puisque c'est nouveau. On fait tous les ans un survey, une enquête, une étude. Voilà. On le fait tous les ans, et donc là on a avec Ipsos, on a dégagé un certain nombre de questions qui sont benchmarkables pour mesurer l'inclusion chez nous. On n'a pas encore les données. Justement, le fait que les entreprises aujourd'hui aient besoin d'un baromètre pour sortir de l'impression générale à la réalité. J'ai envie d'entendre Constance Rivière, qui est directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Alors vous n'êtes pas chef d'entreprise et vous avez un statut d'observatrice très intéressant. Et je pense que c'est important qu'avec vous, on puisse replacer nos échanges dans un contexte historique qui nous explique pourquoi, et on les a tous, hein, on a autant de biais et de stéréotypes en tête. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai une place un peu à part, mais je voudrais remercier Saïd Amouche de m'avoir proposé de participer à cette table ronde, parce que on a quand même une question qui est un peu un non-dit, qui a été évoqué un peu par les précédents intervenants, qui est d'où est-ce qu'on vient, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de diversité. Et autant le terme diversité, comme le terme inclusion, que je ne suis pas sûre de comprendre complètement, mais je ferai semblant pour le bienfait de cette table ronde, est un terme qui apparaît comme assez positif. En réalité, quand on parle de diversité, on parle essentiellement des descendants d'immigrés et de leur trajectoire. Et le terme immigration est tout de suite connoté de manière beaucoup plus difficile ou négative. Le Musée national de l'histoire de l'immigration que je dirige, il a été créé il y a un peu moins de 20 ans, et à l'époque, lui avait été fixé comme mission de changer les regards sur l'immigration. Et je pense que c'est un sujet qui reste un sujet absolument déterminant aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je trouvais intéressant de dire quelques mots ce matin? D'une part parce que l'histoire, elle nous apporte quand même des enseignements qui sont intéressants pour traiter le sujet peut-être en profondeur, au-delà des outils qu'on peut mettre en place dans chaque entreprise. D'une part, l'immigration en France, elle est directement liée au secteur économique. Les premières grandes vagues migratoires françaises, c'est la première révolution industrielle à la fin du 19e siècle, et ensuite de manière récurrente, les vagues migratoires qui constituent aujourd'hui une large part de ce qui fait la diversité en France sont liées à cette histoire-là, que ce soit les Polonais dans les mines du Nord, les Belges, les Italiens, puis ensuite, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes coloniales, et aussi tous les Asiatiques qui sont venus travailler dans nos usines, et en particulier dans les usines d'armement.
Et puis évidemment, bien plus récemment, pendant les 30 Glorieuses. Et donc, le monde économique, qui d'ailleurs a pendant très longtemps organisé l'immigration, que ce soit la Société Générale d'Immigration en 1924, et puis ensuite tout ce qui a été mis en place pour faire venir des immigrés pour reconstruire la France, en particulier dans le BTP et dans l'automobile, a un rôle absolument déterminant dans cette histoire-là et dans l'insertion par le travail. Et en même temps, il y a une chose qu'on ne dit pas, qui est peut-être plus tabou, mais qui nous permet de comprendre beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est que le marché du travail s'est constitué de manière segmentée. Les immigrés qui sont venus, ils sont venus dans certains types de métiers, à certaines places dans ces métiers. Et cette segmentation du marché du travail, elle a constitué un certain nombre de représentations qui sont aujourd'hui des préjugés ou des stéréotypes qui ont des effets d'assignation. On ne peut pas pendant des dizaines d'années avoir perçu les personnes comme étant plus aptes à tel ou tel type de métier et aujourd'hui se débarrasser complètement par un tour magique de l'esprit de cette perception-là. C'est ce que j'appelle... Alors, le syndrome de la petite sirène noire. Je fais un petit détour par cette anecdote, mais vous avez dû voir il y a 2 ans que Walt Disney a fait un remake de la petite sirène avec une actrice noire dans le rôle principal. Et c'est intéressant cette anecdote parce qu'il y a eu des polémiques extrêmement vives, notamment sur le thème. Enfin, vous comprenez bien qu'une petite sirène ne peut pas être noire. Alors, une petite sirène, ça peut visiblement exister, mais par contre, ça ne peut pas être noir. Et ben, le sujet, je pense qu'il est exactement le même si on veut penser l'inclusion de manière durable. Il faut interroger ce que sont nos représentations et nos stéréotypes pour être en capacité de se dire qu'en réalité, une femme ingénieure chef d'entreprise, c'est possible. Une personne qui vient d'un parcours migratoire de nos anciennes colonies peut occuper toutes les places possibles et imaginables sans l'assigner spontanément à telle ou telle place. Et c'est pour ça, je crois que nous, au musée, on joue aussi un rôle qui peut être un rôle extrêmement utile pour les entreprises, au-delà de ces quelques mots, parce qu'on peut apporter aussi de la connaissance historique pour essayer de voir d'où viennent nos préjugés et de les déconstruire collectivement. Et c'est normal d'avoir des préjugés. Enfin, on en a tous. C'est pas quelque chose de culpabilisant. En introduction, Saïd Amouche parlait de la nécessité d'un changement systémique. S'il faut un changement systémique, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du système dans les discriminations qu'on voit. Il y a eu une enquête trajectoire et origine absolument remarquable qui a montré en 2010 les effets de discrimination extrêmement forts pour les descendants d'immigrés dans le monde du travail, qui a montré il y a 1 an que ça avait augmenté en 10 ans, donc on n'est pas sur une trajectoire qui est une trajectoire positive du point de vue de cette enquête, et surtout une différenciation croissante entre les descendants d'immigrés d'origine européenne et les descendants d'immigrés d'origine extra-européenne. Et c'est ça aussi la réalité à laquelle il faut qu'on se confronte directement. Et nous, on souhaite pouvoir être un lieu de ressources utiles pour les entreprises pour essayer de travailler de manière un peu profonde sur ce qui est encore un tabou, l'immigration et notre mémoire coloniale. Merci beaucoup. Ça fait, je le vois, beaucoup réagir ce que vous nous avez dit, Constance Rivière. Thomas Reynaud, je repense à ce que disait frère Hugues Minguet au tout début de la keynote. Il disait, si on veut trouver sa juste place, il faut d'abord ne pas être seul quand on veut avancer. Et peut-être que c'est l'occasion de nous expliquer pourquoi, depuis 10 ans, vous êtes en partenariat avec la Fondation Mosaïque. Pourquoi vous avez besoin de la Fondation ? Non, Free et Mosaïque RH ont un peu grandi ensemble au cours des 12 dernières années. Ça fait 12 ans qu'on a un partenariat avec la Fondation Mosaïque. Pourquoi ? Parce que on partage un peu les mêmes valeurs. Une d'elles est de ne pas accepter l'ordre établi. Saïd, mais aussi Xavier Niel, moi-même, on a souvent entendu « Ah non, mais ça, c'est pas possible, il faut attendre, il faudra être patient, là, vous allez trop vite, trop loin. » Et du coup, on partage un peu cet esprit rebelle, ça ne veut pas dire tout casser, mais c'est ne pas accepter l'ordre établi. Deuxième sujet, on partage une culture de l'innovation. Et de nombreuses initiatives ont été prises par les équipes de Mosaïque pour accompagner les entreprises dans cette politique de diversité et l'aborder de manière
là aussi encore pragmatique, de manière professionnelle, avec des indicateurs, avec des modules de formation par exemple de nos équipes RH, des recrutements, des principaux managers, avec le recours aussi à des outils numériques. Je pense à la plateforme diversifiervostalents.com qui s'appelle désormais mosaictalent.com, que nous avons utilisé pour mettre toutes nos offres d'emploi sur cette plateforme qui est dédiée aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, ce qui nous a permis de recruter massivement sur les métiers de la fibre optique, mais aussi recruter un certain nombre de managers de nos boutiques à travers toute la France. Et c'est cette question de la diversité, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, qui doit être abordée. Bien évidemment, c'est nécessaire de l'aborder aussi de manière théorique, mais avant tout de manière pragmatique. Et aujourd'hui, et c'est peut-être un appel aux chefs d'entreprise qui sont dans cette salle ou aux responsables de recrutement, il existe des outils, il existe une méthodologie extrêmement importante. Et là aussi, je vais encore bousculer une dernière fois notre ami le ministre. Saïd m'a dit, quand est-ce que le ministère de l'économie met ses offres d'emploi sur la plateforme mosaictalent.com? Bonne question, Madame la Secrétaire Générale. Aujourd'hui, demain. Mais c'est bien d'avoir l'occasion un petit peu d'interpeller le ministre. Philippe Brochard, est-ce que dans votre politique d'entreprise, vous rencontrez encore aujourd'hui des freins pour justement continuer à développer cette diversité socioculturelle? Aucun, à commencer par moi. Moi, je regarde jamais les diplômes des CV qui m'arrivent. Jamais. Parce que si un jour on avait regardé mon diplôme, j'aurais pas été recruté. Et donc ça commence de tout en haut, et ensuite ça percole sur toute la ligne managériale de l'entreprise. Ça, c'est un point fondamental. Ensuite, nous on a une entreprise de grande distribution alimentaire avec un projet singulier et courageux, mais il faut qu'on soit performant. Et on a une conviction, c'est que la performance égale le niveau de diversité égale au juste reflet de ce qui fait la différence dans notre société. Et donc en fait, toutes nos politiques sont construites pour être le reflet des gens qui viennent visiter nos magasins et qui consomment dans nos magasins. Et donc évidemment, ça s'exprime par les collaborateurs qui servent nos clients, et puis ça s'exprime par la diversité des produits qui sont capables aussi de servir toutes les modes de consommation en fonction de votre origine. Donc ce sujet de la performance, il est central, et retenez que chez nous, en fait, la performance égale niveau de diversité, égale cohérence avec la diversité dans notre société. Augustin de Romanet, sur la question des freins, des obstacles à dépasser. Alors en fait, je suis tenté de prendre exactement le contre-pied de mon camarade d'Auchan. Allez-y. Moi, j'étais frappé par ce que disait Constance Rivière. Je pense que même si au niveau des dirigeants, il y a une prise de conscience de ce que la diversité est une richesse, en revanche, diffuser ça dans l'ensemble du management, ça n'est pas acquis. Et donc, je retiens la proposition de méthode du Musée de l'Histoire de l'Immigration de nous faire réaliser. C'est vrai que aujourd'hui, quand vous avez, comme moi, grandi dans les 30 Glorieuses, imaginez qu'une famille portugaise ne puisse pas avoir de gardien dans sa famille, c'est pas naturel. Or, c'est pourtant complètement obsolète. Et ce type d'image, je pense que c'est le devoir des chefs d'entreprise, et c'est l'honneur des manifestations comme celle que Mosaïque organise aujourd'hui, que d'essayer de les visiter pour les déconstruire. Donc moi, bien sûr, je souscris à ce que vous dites, je suis convaincu que votre entreprise est exemplaire dans ce domaine, mais nous, même si nous essayons d'être exemplaires, je suis à peu près convaincu que dans l'ensemble des 6000 collaborateurs de l'entreprise, il faut encore travailler sur cette question. Agnieszka. Je vais plus côté, je pense, ADP que Auchan aussi. Je pense qu'il y a encore, pas juste par proximité, mais je pense qu'il y a encore du travail. Hein. Donc, le message est passé. Nos dirigeants sont conscients. D'ailleurs, on a mis, à partir de l'année dernière, une partie de leur part variable, hein, de leur bonus. On a mis une partie qui est liée aux objectifs diversité-inclusion. Donc, quand ça touche le portefeuille, généralement, les gens, finalement, ils arrivent vite à la conclusion que c'est important. Mais les freins, il y en a toujours. Je pense qu'il y a les biais, tous les biais. Enfin, ça commence par, je ne sais pas, une femme qui vient d'avoir un enfant. Est-ce qu'elle peut vraiment partir faire un projet quelque part en Afrique parce qu'elle vient d'avoir un enfant? Il faut lui poser la question. Tant qu'on ne lui pose pas la question, on ne le saura pas. Mais le biais est là, et donc on travaille pas mal là-dessus. On a fait une série de conférences, on a
on en parle, on donne des exemples, on fait du training, on fait notamment sur tout ce qui est learning, on essaye de faire plus sur des cas pratiques justement pour trouver ces anecdotes, pour que les gens se l'approprient. Mais je pense qu'il y a encore du travail. Hein. C'est une aventure, la diversité et l'inclusion, c'est un long chemin, et puis on est quelque part là, au milieu de ce chemin. C'est bien de le reconnaître avec humilité. Avant d'entendre le ministre, rapidement, quand même, Constance Rivière, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous pensez quand même que le monde du travail, c'est quand même le terrain majeur d'émancipation pour sortir de tous ces stéréotypes et ces carcans. Déjà, historiquement, au moins jusqu'au début des années 80, le modèle dominant en France, c'était l'insertion par le travail. L'insertion par le travail, elle a extrêmement bien fonctionné pour des générations et des générations de descendants d'immigrés. Je voudrais juste raconter une petite anecdote, mais au musée, on a une partie de nos collections qui sont constituées d'objets qui nous sont donnés par des immigrés ou par leurs descendants, à partir desquels on récolte des témoignages qui sont des témoignages de vie. Parce qu'on a deux convictions. La première, c'est qu'il faut essayer d'avoir des données à peu près claires pour savoir de quoi on parle quand on parle d'immigration. Et il faut rencontrer l'autre et donc en retrouver la dimension très humaine. La plupart des gens, ils nous donnent des objets qui ont un lien avec le travail. On a la truelle de maçon du père de Cavana, le casque d'un ouvrier portugais d'Omatos qui a travaillé sur les chantiers du RER, où on a toute une série de photographies d'Oignans, d'ouvriers du textile devant leur outil de travail. Et c'est parce que le travail est le lieu de reconnaissance sociale de manière extrêmement forte. Et je pense qu'on a un double défi. Un premier défi qui est pour les entreprises, avec tous les outils que vous décrivez et que vous mettez en place, de savoir comment est-ce qu'on arrive à lutter contre les biais discriminatoires et à être le plus divers possible, non seulement dans ces recrutements, mais aussi évidemment dans les progressions de carrière, parce que il y a ce double sujet, mais aussi comment est-ce qu'il y a le sentiment d'une légitimité qui peut s'installer à sortir de son cadre. Et pour ça, la notion de rôle modèle, elle est extrêmement importante. À qui est-ce qu'on peut s'identifier pour se projeter dans une trajectoire professionnelle? Et je pense qu'à cet égard, connaître déjà ce que l'économie a permis en termes d'insertion par le travail, donc faire cette histoire-là, ça pourrait être extrêmement porteur, cette histoire à la fois de manière macro, mais aussi avec des trajectoires qui peuvent être mises en valeur. Et le deuxième élément, si on essaye de trouver un point d'appui dans la perception que les Français peuvent avoir de l'apport de l'immigration à la France, on a fait un sondage quand on a réouvert le musée où on a posé toute une série de questions assez classiques et puis on a aussi demandé est-ce que vous pensez que l'immigration a apporté beaucoup dans l'histoire de France? Et plus de 70% des Français disent oui. Et quand on leur demande est-ce qu'aujourd'hui on en a besoin pour faire fonctionner l'économie, plus de 60% disent oui. Donc il y a quand même le sentiment aussi que le monde du travail, que le monde économique est un lieu légitime pour cette diversité et pour cette immigration. Et la deuxième chose, c'est que quand on leur demande quelle est leur perception de l'immigration en général, la perception est assez négative. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez des connaissances dans votre milieu professionnel de personnes immigrées ou issues d'immigration, tous ceux qui répondent oui, quand on leur demande ensuite est-ce que vous pensez que ça vous apporte quelque chose, ils ont près de 70% à répondre que ça leur apporte quelque chose de positif. Et donc c'est bien dans le monde du travail qu'il y a aussi la solution à des difficultés sociales plus générales. Merci beaucoup. On va donner la parole au ministre Roland Lescure, ministre en charge de l'industrie, qui va nous parler donc de mesures concrètes de son plan de mixité sociale dans le monde de l'entreprise. Bonjour, merci à vous d'avoir animé avec brio cette table ronde et merci aux intervenants. Qui dans la salle a déjà visité le Palais de la Porte Dorée, musée de l'histoire de l'immigration? Bon, tous les autres, vraiment, je vous engage à y aller parce que c'est un endroit absolument exceptionnel. Constance Rivière l'a présenté, je pense, de manière très convaincante, mais à la fois parce que ça calme un peu le jeu sur un sujet qui est essentiel, qui a construit la France. On n'oublie pas qu'on est une nation d'immigration, peut-être même avant la révolution industrielle. Et encore aujourd'hui, on en est une. C'est très bien fait, et vous l'avez dit,
c'est très en phase avec des parcours individuels qui s'inscrivent dans un récit collectif. Et je pense que la France, c'est ça aussi. Nous ne sommes au fond que la somme de tous les parcours individuels qui nous ont construits, d'un certain nombre de politiques publiques qui les ont accompagnés. Donc Thomas, oui, l'État a un rôle à jouer. Mais aussi, et ça c'est pour les 4 autres, d'entreprises qui aujourd'hui sont de plus en plus des acteurs de la société et pas seulement des acteurs de l'économie. Et je pense qu'on a eu 4 beaux exemples aujourd'hui dans 4 secteurs complètement différents, le commerce, les communications, les mobilités et l'industrie. Je garde évidemment l'industrie, le meilleur pour la fin, dont on voit que, quels que soient les secteurs, si les chefs d'entreprise, si les dirigeants s'engagent, on peut faire de ce défi, qui est celui de la diversité, parce que c'est un défi, une force énorme. Alors je voudrais commencer, il est où Saïd ? Par remercier, féliciter et applaudir chaleureusement Saïd Hamouche. Parce que, bon, il y a une expression en anglais qui dit « standing room only ». Quand une salle est comble, au point d'avoir des dizaines de gens qui sont debout et qui écoutent patiemment et avec passion des interventions comme on les a eues, quand on a un homme qui s'implique sur le terrain depuis des années dans une fondation, mais au-delà, j'allais dire au quotidien, pour porter ces sujets, quand il est capable, le hasard du calendrier fait bien les choses, d'organiser les 4e rencontres de l'inclusion, la semaine où on y examine un projet de loi immigration en commission des lois à l'Assemblée nationale, bravo pour le sens du timing, et qu'on est capable d'avoir des débats sereins, calmes, apaisés et surtout constructifs sur les sujets d'inclusion, les sujets de diversité et en passant sur les sujets d'immigration, on peut se dire que c'est quand même un sacré bonhomme. Donc vraiment merci pour tout ce que tu fais Saïd et bravo. Je voudrais évidemment vous saluer tous et toutes et saluer particulièrement Olivier Klein qui porte ces sujets depuis toujours. Il les a portés comme élu local, il les a portés comme ministre et évidemment aujourd'hui comme patron de la DILCRA, il les porte et les portera encore. Donc merci à Olivier d'être là, merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu vas continuer à faire. Lui aussi on peut l'applaudir. Bon, pour moi, ces sujets sont essentiels, d'abord en partie pour des raisons personnelles, donc minute émotion. Moi, j'ai grandi à Montreuil, dans un quartier, dans les années 60 et 70. Augustin a dit qu'il a grandi dans les 30 Glorieuses. Il exagère un peu quand même, ou alors il est bien plus vieux que moi. Tu as plutôt grandi dans la fin des 30 Glorieuses, on va dire. 61. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, j'oublie pas que ces quartiers, ces banlieues, elles ont été construites par et pour l'industrie. Et qu'aujourd'hui, quand je vois des taux de chômage qui sont encore bien trop élevés dans ces quartiers, 15, 20, parfois 25%, je me dis qu'on a loupé quelque chose et que l'industrie notamment a loupé quelque chose. Mais ça tombe bien, on va reprendre les choses en main et se réinvestir parce qu'au fond, on a une responsabilité collective de faire en sorte que ces quartiers soient des quartiers d'émancipation, des quartiers de succès, des quartiers de carrière et au fond des quartiers qui n'auraient jamais dû quitter ce pourquoi ils étaient construits au départ. C'est à la fois évidemment favoriser l'inclusion économique, l'insertion économique, mais aussi au fond des lieux de vie dans lesquels moi j'ai grandi de manière assez heureuse, je dois le reconnaître. C'était avant la crise et donc ces quartiers étaient aussi des lieux de joie. Je suis convaincu aussi que ce sujet il est important au-delà de mes petits sujets personnels pour des raisons politiques. On a aujourd'hui plus que jamais besoin de rassembler la France, de rassembler le monde dans un monde qui est évidemment traversé par des forces extrêmement violentes, par des forces antidémocratiques, par des forces qui ont surfé sur la colère pendant des décennies et que rassembler tout le monde autour d'un projet politique, s'assurer que les jeunes des banlieues puissent être convaincus qu'aller voter, ça sert à quelque chose. Être convaincus évidemment que la France, je le disais tout à l'heure, est le résultat de la diversité des parcours qui l'ont construite à travers les siècles. Et que du coup, nous sommes tous, Françaises et Français, quels que soient nos prénoms, quels que soient nos parcours, quels que soient nos diplômes, qui au fond n'importent que peu, il faut le répéter et il faut, je pense qu'ensemble, on porte ce message à un moment où, je le répète, les forces de divergence sont bien trop présentes partout
et y compris évidemment en France et particulièrement ces derniers jours. Mais aujourd'hui, c'est avant tout le ministre de l'Industrie qui vous parle. Et donc, c'est un ministre de l'Industrie intéressé. Parce que, vous le savez, on le répète, on l'assène, et cette semaine, c'est la semaine de l'industrie, donc vous allez m'entendre le répéter tous les jours, nous sommes en train de réindustrialiser la France. Et réindustrialiser la France, c'est à la fois un projet de société, un projet économique, un projet social, c'est aussi un projet politique, parce que quand une usine ferme, en général, la colère monte, et quand une usine ouvre, c'est l'espoir qui renaît, notamment dans des territoires où l'industrie nous a quittés depuis 20 à 25 ans. Et pour le faire, on a besoin d'une volonté politique, on a besoin d'un certain nombre de mesures de politique économique, dont je pense qu'on a mis en place un certain nombre depuis 6 ans, qui font qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus attractif d'Europe, qui font qu'aujourd'hui, on ouvre des usines là où on en fermait, qui font qu'aujourd'hui, on crée des emplois industriels, 100 000 en 6 ans, on est loin du succès absolu, là où on en avait détruit 2 millions pendant les 20 à 30 ans qui ont précédé. Mais aujourd'hui, pour parfaire ce mouvement, pour accélérer le mouvement, on a besoin avant tout d'une chose, de talent. Et on a besoin de talent, et ça a été très bien dit par les chefs d'entreprise qui étaient là, plus ils sont divers, plus les entreprises sont meilleures, et donc on a besoin de talents qui viennent de partout. Mais particulièrement, évidemment, de quartiers qui aujourd'hui sont encore trop éloignés de l'emploi. Et donc c'est un ministre de l'Industrie aujourd'hui qui va vous faire quelques annonces et qui va surtout vous faire un appel. Mobilisez-vous pour l'industrie française. L'industrie française aujourd'hui, de plus en plus, est prête à se mobiliser. Vous avez un gouvernement qui, et là je suis d'accord avec vous, ne fera pas tout. Quand on parle de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, on peut parler de bilan annexé au rapport annuel que personne ne lit. Ou on peut parler d'actions concrètes qui sont portées ici par des chefs d'entreprise engagés. Et cette responsabilité sociale et environnementale, elle passe, ça a été dit, par le ton au sommet, elle passe par des directions données par l'entreprise, elle passe aussi, ça n'a peut-être pas été suffisamment dit aujourd'hui, par des intérêts bien compris, parce que recruter c'est difficile, et aller chercher les talents là où ils sont, les femmes, il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie, allons les chercher, les jeunes des quartiers qui sont insuffisamment représentés, mais qui sont nombreux, c'est aussi au fond la réconciliation de l'intérêt social de l'entreprise et son intérêt financier, et accessoirement ça sert la société. Donc tout ça c'est très bien. Et donc je ne pense pas que l'État puisse tout faire. Je suis très heureux de voir que les entreprises s'engagent. Je suis très heureux de voir dans la salle un certain nombre de représentants d'entreprises qui, j'espère, vont s'engager, y compris le ministère de l'économie et des finances. Est-ce que la secrétaire générale du ministère est là? Bon, je l'ai vu tout à l'heure, elle nous a accueillis. Donc je m'engage à ce que le site internet du ministre de l'économie et des finances dans les jours qui viennent, voire dans les heures qui viennent, fasse référence aux offres d'emploi de Mosaïque RH. C'est un premier engagement, c'est une première annonce. Je ne l'ai pas vérifié avec Bruno Le Maire, donc je vais peut-être me faire un peu enguirlander, mais je pense que c'est bien, ça a été de première annonce. D'accord, voilà. Et puis, je voudrais aussi vous faire quelques annonces qui sont au fond des déclinaisons du comité interministériel des villes qui avait eu lieu il y a quelques semaines, qu'on a travaillé avec des entreprises, qu'on a travaillé avec des élus, qu'on a travaillé avec des représentants d'associations, Mosaïque RH, mais aussi les déterminés. Je salue Moussa Camara qui, je pense, sera là plus tard dans l'après-midi. Je salue aussi Vox Populi. Armel Mambouli, il est là? Bon, il sera là dans la journée aussi. Et bref, je salue toutes celles et ceux qui nous ont aidés à monter ce plan d'action qui décline dans l'industrie la volonté de la Première ministre et du Président de la République de s'assurer que notre politique vis-à-vis des quartiers soit avant tout une politique positive. 5 axes sur ce plan d'action: l'attractivité, la formation, le recrutement, l'action pour lever les freins périphériques et la lutte contre les discriminations. D'abord l'attractivité. L'objectif, il est simple: attirer les jeunes dans l'industrie, rapprocher les jeunes, notamment en provenance des quartiers, de l'industrie. On souhaite avoir 20% des entreprises du secteur industriel, ça veut dire 6 000 entreprises, qui s'engagent dans des dispositifs d'attractivité à destination des jeunes. Ces dispositifs, ils existent, ils sont déjà nombreux, mais on souhaite véritablement que de manière concrète, 6 000 entreprises s'y engagent. Ça peut être la découverte des métiers, ça peut être l'école ouverte, ça peut être des stages, je vais y revenir, ça peut être le tourisme industriel, ça peut être évidemment le mentorat, je pense que ça a été mentionné tout à l'heure. Et donc, dès aujourd'hui,
je vais écrire personnellement aux services régionaux de l'État, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et d'artisanat, pour que chacun d'entre eux, dans les territoires, mobilise toutes les entreprises de manière à ce qu'elles se saisissent des dispositifs qui existent. Et j'en ai beaucoup parlé avec Gabriel Attal, avec Carole Grandjean, qui je pense sera là aussi plus tard aujourd'hui, notamment pour qu'on rapproche l'école de l'industrie. Donc vous connaissez le dispositif Vacances apprenantes, qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes qui sont face à des difficultés scolaires pendant une partie de leurs vacances vont à l'école le matin et vont dans les musées l'après-midi. Eh bien, moi, je souhaite que l'après-midi, ils puissent aussi aller visiter des usines, rencontrer des employés d'usines, finalement leur donner envie d'industrie, parce qu'il suffit aujourd'hui de visiter une usine pour se dire que c'est quand même pas mal. On va présenter les métiers au collège, on va développer le mentorat, les stages de 3e et maintenant les stages de seconde. On souhaite que de plus en plus, ils aient lieu dans l'industrie. En juin prochain, 550 000 élèves vont chercher des stages. Mobilisez-vous, chefs d'entreprise, mobilisez-vous, représentants d'entreprise, pour que ces stages soient aussi dans l'industrie. Et l'annonce, c'est qu'on a un lauréat de France 2030. Est-ce qu'Émilie Corchia est là? Elle est là-bas, discrète, au fond. Vous êtes lauréate, bravo Émilie, avec My Job Glasses. On peut l'applaudir. Donc, grâce à vous, grâce à My Job Glasses, et accessoirement grâce à l'État quand même, puisque France 2030 va financer tout ça, nous aurons 1000 ambassadeurs du secteur de l'industrie aéronautique et 1000 ambassadeurs ou ambassadrices d'ailleurs de l'industrie agroalimentaire qui vont être disponibles pour prendre des rendez-vous en ligne de manière à échanger avec des jeunes de manière très concrète, pragmatique, sur leur métier, pour répondre à leurs questions et pourquoi pas, j'espère, pour les orienter vers des stages. On parlait tout à l'heure de rôle modèle, on en aura 2000 de plus. Donc merci à Émilie, merci à My Job Glasses et bon vent pour cette belle aventure. Le deuxième enjeu, c'est celui de la formation. On souhaite que plus de jeunes issus des quartiers soient dans les formations industrielles, du sol au plafond, dans toutes les formations. On va avoir dans les années qui viennent besoin plus d'un million de personnes dans l'industrie. On a 800 à 900 000 départs en retraite prévus dans les 10 ans qui viennent. Il faut que ces formations soient ouvertes. On a parlé des écoles de production. C'est un modèle fantastique, porté d'ailleurs en grande partie par Total Energy. On en a 57 aujourd'hui. On veut en ouvrir 10 de plus par an. On va financer ça là aussi dans le cadre de territoires d'industrie, une politique publique. On a besoin des entreprises parce que ces modèles sont cofinancés par les entreprises et par l'État. On souhaite qu'elles soient dans les quartiers. Il y en a quelques-unes. J'étais dans une école fantastique qui forme à la métallerie et à la métallurgie, à Stein. Et il faut évidemment qu'on multiplie ces efforts. Donc 10 écoles par an dès 2024. Au total, on en veut 100 en 2027. On va aussi lancer un concours de production industrielle. On va augmenter le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs. On va favoriser des concours d'intégration, des parcours d'intégration dans les corps de l'État pour les jeunes issus de quartier. La formation est essentielle. Une fois qu'on les a attirés, il faut les former. Et beaucoup en alternance avec les entreprises. J'étais en Suisse il y a une dizaine de jours avec le président de la République. Il y a 2/3 des Suisses qui sont passés par une formation professionnelle. 2/3. On a 1 million d'apprentis en France. Il faut qu'on continue les efforts. Carole Grandjean porte une réforme exceptionnelle des lycées professionnels, les écoles de production, les écoles d'ingénieurs. L'alternance, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour les jeunes. Continuons à le faire. Troisième axe, le recrutement. Baisser le chômage dans les quartiers en mobilisant les entreprises individuelles. Alors, ça va vous plaire, on va être très pragmatique. On a décidé avec Nicolas Gufourc d'aller au pied des tours avec des entreprises qui souhaitent se mobiliser pour faire des opérations de recrutement. Et donc, on va vraiment faire du job dating en 2024. Il y a déjà certaines entreprises qui le font avec des associations. On va multiplier ces activités de manière à augmenter. L'objectif, il est que 250 entreprises industrielles participent à ces événements de manière à ce qu'on puisse recruter des milliers de jeunes. 2 derniers points. D'abord, les actions pour lever les freins périphériques. Le logement, la mobilité sont des freins essentiels à des jeunes qui peuvent peut-être trouver un job grâce à My Job Glasses à 300 km de chez eux, mais qui évidemment n'iront sans doute pas parce que les enjeux de mobilité et surtout les enjeux de logement sont essentiels. Et là, évidemment, on va avoir besoin de tout le gouvernement. Et c'est ce que la Première ministre a annoncé dans le cadre de Dunkerque 2030. On va expérimenter ça
à Dunkerque. Dunkerque, il y a 10 000 jobs industriels qui ont été détruits ces 20 dernières années. Dunkerque, grâce à tout ce qu'on fait, les gigafactories de batteries, la décarbonation des aciéries, la capture de carbone, on va créer 20 000 emplois industriels dans les 15 ans qui viennent. 20 000 emplois industriels, c'est 20 000 logements à trouver, c'est 20 000 mobilités organisées. On a déjà un certain nombre d'idées, mais avec Patrice Vergrit, avec évidemment les ministres de l'Éducation nationale, on va continuer à travailler de manière à ce que ces freins périphériques soient levés au maximum. Et dernier point, voilà. Dernier point, la lutte contre les discriminations. Ça a été mentionné par tous et toutes. Les entreprises doivent s'engager, à la fois en interne, les biais inconscients, ça a été mentionné, c'est essentiel. Il faut que les formations soient faites. Il faut aussi que l'État organise le testing. Et là, Marc Ferracci, je ne sais pas s'il est là, député qui porte une proposition de loi, va avoir tout mon soutien. Il faut qu'on organise ça avec les entreprises, qu'elles ne se sentent en aucun cas stigmatisées, mais bien associées à des politiques positives. Mais il faut le reconnaître, les discriminations, elles existent. Les biais inconscients, ils sont présents. Pour s'en débarrasser, il faut commencer à les mesurer. Et on va commencer à les mesurer en testant de manière rigoureuse l'ensemble des entreprises sur leur politique de recrutement. Il faudra aussi le faire sur les politiques de progression de carrière, parce qu'une fois qu'on est dans l'entreprise, il faut continuer à progresser. Bref, vous avez compris, on va faire feu de tout bois avec les entreprises, avec les associations, de manière à porter cette belle cause. Merci à tous et à toutes d'être là et bonne journée. Merci. Merci au ministre. Merci à nos intervenantes d'avoir participé à cette plénière.